Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33, revenons sur Sud Radio, sur la mort de Thomas à Crépol. La manifestation d'extrême droite de militants, c'était samedi soir à Romans-sur-Isère. Revenons sur ces événements qui s'enchaînent et qui ont un rapport, évidemment, les uns avec les autres. Alors moi, je pose simplement la question, qui veut le chaos ? Qui encourage les Français à se dresser les uns contre les autres? Je pose simplement la question. William T, bonjour. Bonjour. William T, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Avec nous, Driss Etazaoui, au téléphone, président de l'Association des élus de France, vice-président de l'association Ville et Banlieue. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, qui veut un affrontement entre Français? Des judéo-chrétiens contre les autres? Ceux qui veulent les affrontements, c'est toujours les radicaux des deux camps. On le voit notamment, si on fait le parallèle avec le conflit entre Israël et Palestine, le processus de paix avait été bloqué par les deux extrémistes des deux camps. Là, vous avez des extrémistes qui sont manifestés lors des violences d'ultra-droite, qui veulent ce qu'on appelle un choc de civilisation importé sur notre territoire. Et vous avez également, dans certains quartiers, des islamistes les plus radicaux, ou ce qu'on appelle la loi des grands frères, la loi des caïds, qui ont poussé des jeunes à vouloir se rebeller contre la France en participant à des émeutes les plus violentes depuis 2005, avant l'été dernier. Si par cas, on n'est pas en capacité de condamner les extrémistes de chaque camp, n'est pas capable de pouvoir adopter une réconciliation nationale pour adopter ce qu'on appelle le vivre ensemble. Gérard Collomb est décédé récemment. Il avait prophétisé qu'aujourd'hui nous vivions côte à côte et demain nous vivions face à face. Actuellement, nous y sommes en raison du fait qu'on n'a pas été en capacité d'être ferme sur le fait qu'on voulait, vivre ensemble, et deux, condamner, et surtout, j'insiste dessus, la minorité d'emmerdeurs qui veut foutre le bordel dans notre pays. Bien, William T, vous pensez qu'on est aujourd'hui face à face? Je pense qu'il y a une partie... Face à face, alors que l'immense majorité des Français vivent en paix. Je dis bien l'immense majorité. C'est-à-dire 98%, qu'est-ce que je dis? 99% des Français qui vivent en paix. Mais qui veut les dresser les uns contre les autres? Les extrémistes de tous bords. C'est les extrémistes de tous bords, tout simplement parce que quand vous regardez les personnes qui participent à des exactions, soit à des manifestations violentes, soit qui se baladent en soirée avec des couteaux, ils représentent, comme vous l'avez dit, moins d'1% des Français. Seulement si on n'est pas en capacité, de les condamner, et deux, de dire que ce qu'ils font est inacceptable, soit en pratiquant ce qu'on appelle la culture de l'excuse, soit en étant accommodant avec certains types de violences, et en fait, on tolère. Donc il y a 1% d'emmerdeurs, plus une part un peu plus large de gens qui profitent de ces violences et de ces crimes pour pouvoir faire leur beurre électoral ou profiter de leurs intérêts politiques ou autres. Driss Etazaoui, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je suis assez d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus, à une nuance près, c'est que sur les dernières émeutes qui se sont déroulées sur le quartier de la politique de la ville, mais pas que, c'était là aussi l'une des étrangetés de ces émeutes, de ces violences urbaines dans d'autres territoires. Selon les chiffres et les analyses du ministère de l'Intérieur, les violences auxquelles nous avons assisté et qu'il convient de condamner, et qui, vous avez raison de le rappeler, sont à l'initiative d'une minorité délinquante, ne sont pas le fruit de grands frères, ne sont pas le fruit de réseaux islamistes. On est là dans un phénomène de mimétisme, de jeunes voyous en marge de la société qui se sentent beaucoup plus les enfants du quartier que les enfants de la République. Ensuite, concernant les propos de Gérard Collomb, dont je salue le serviteur de la République et qu'il a été. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur si vos auditeurs doivent comprendre le sujet aujourd'hui qui occupe la question des quartiers, de la politique de la ville, et peut-être ce face-à-face ou ce choc de civilisation qui a été théorisé par Samuel Huntington. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et rappeler que notre pays, en un mandat et demi du président de la République, a connu 5 crises majeures qui ont vu les Français s'opposer. Je pense par exemple aux Gilets jaunes, à la France des ronds-points et à la France des avenues. Je pense à la crise du Covid, avec les vaccinés et les non-vaccinés. Alors aujourd'hui, vous avez effectivement les émeutes et cette crise identitaire renforcée avec en arrière-plan la question du Proche-Orient et son importation sur le territoire.
Vous parlez de la responsabilité. Aujourd'hui, il y a des forces obscures qui sont à la manœuvre dans ce pays et qui ont tout intérêt à venir fracturer davantage notre pays et à monter nos concitoyens les uns contre les autres. Il y a chez les politiques un certain nombre de personnalités qui recherchent le chaos. Il y a dans les médias aujourd'hui, et dont la ligne éditoriale est clairement affichée à l'extrême droite, une volonté de fracturer aussi le pays. Il y a également dans les réseaux sociaux aujourd'hui une volonté de fracturer le pays à travers des centaines de milliers de trolls qui viennent distiller de la haine et construire un mur de déni entre nos concitoyens. Et c'est contre cela qu'il faut le prémunir. Mais Driss et Tazaoui, il y a tout de même un entrisme islamiste. Vous ne pouvez pas le nier. Quand Gérard Collomb dit ce qu'il dit, il faut aller jusqu'au bout de sa phrase. C'est-à-dire que sa crainte, finalement, c'est qu'on ne vive plus, non pas à côté les uns des autres, mais les uns en face des autres. Et il aborde tout de suite la question de la mixité sociale. Mais la question de la mixité sociale et de la diversification du peuplement est un enjeu majeur au sein de nos territoires. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut qu'on puisse vivre les uns à côté des autres. Or, aujourd'hui, la question du séparatisme, elle n'est pas toujours là où on croit. Quand vous avez un certain nombre de collectivités qui ne souhaitent pas appliquer la loi SRU, et qui ne souhaitent pas accueillir du logement social et accueillir les habitants les plus vulnérables sur le territoire, eh bien le séparatisme, il n'est pas toujours là où l'on croit. Alors oui, il y a des difficultés. Bien sûr qu'il y a des mots MAUX sur lesquels il nous faut être vigilants et qu'il nous faut même combattre. La question du séparatisme, la question du fondamentalisme religieux, ce sont des choses qui existent. Mais on ne peut pas remettre tous nos mots MAUX une fois, urbains, économiques et sociaux, sur ce seul sujet-là. Quand vous avez des groupuscules d'extrême droite aujourd'hui, parce que la parole raciste est libérée, qui ont toute marge de manœuvre, toute liberté pour circuler dans les rues et faire de la ratonnade, alors que certains... Ils n'ont pas eu toute liberté parce que la police... Ils n'ont pas eu toute... Pardon. Driss et Tazaoui. Ils ont manifesté, mais ils n'ont pas eu toute liberté parce que la police est intervenue immédiatement. Hein. Mais vous pensez que ces manifestations-là sont spontanées ? J'ai jamais pensé qu'elles étaient spontanées, évidemment. Non, mais elles sont organisées. Mais évidemment qu'elles sont organisées. Évidemment. Et donc le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur doivent déployer tous les moyens humains, matériels et financiers pour traquer finalement celles et ceux qui organisent et tous les complices, toutes celles et ceux qui soutiennent à demi-mot ces manifestations. William T. Oui, moi je voulais réagir sur plusieurs choses parce que on peut pas écarter la menace lorsqu'on dit qu'on va vivre face à face. On peut pas écarter le fait qu'il y ait eu un entrisme dans notre pays et sur l'ensemble de notre continent. Lorsqu'on voit notamment qu'après la décision de Gabriel Attal sur le fait d'interdire la baya, il y a certaines forces politiques, certaines forces religieuses notamment, qui ont voulu pousser au choc de civilisation. Et on voit à chaque fois qu'ils essayent de pousser face à un choc pour pousser notamment les musulmans à pratiquer un islamisme le plus radical possible, avec le port du burkini, avec le port de la baya et certaines prêches qui notamment sont contraires à nos valeurs, notamment sur le sort des femmes. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que si par cas, moi je veux bien entendre le discours qui est porté sur le fait de la mixité sociale. Or, le problème, c'est que depuis une vingtaine, trentaine d'années, avec la politique de la ville, avec la politique de ce qu'on appelle de repeuplement, de relocalisation des migrants, on place de la mixité sociale, même au-delà des quartiers riches versus les quartiers pauvres, c'est qu'on place des métropoles vers les territoires ruraux. Or, ça a été traduit par une seule chose, c'est l'augmentation des violences qui touchent désormais, et même des trafics de drogue qui touchent désormais des villes de taille moyenne et des villes de zones rurales. Donc, c'est-à-dire, comme l'a rappelé Gérald Darmanin, qu'il y a un lien direct entre immigration et délinquance. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire de mixité sociale tant qu'on règle pas les problèmes culturels et le fait que certaines personnes qui arrivent sur notre territoire ou qui ont d'origine immigrée, et on peut en parler tous les deux, c'est pas raciste que de le dire, qu'on peut être d'origine immigrée de 3e ou 4e génération. Vous l'êtes tous les deux. Et qu'on n'est pas intégré parfaitement, voire assimilé à la culture française. Parce que, est-ce qu'on peut dire qu'on est assimilé à la culture française lorsqu'on se dit qu'on peut venir à une soirée en se baladant avec un couteau? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est assimilé à la culture française et qu'on veut s'intégrer dans le pays lorsqu'on se dit qu'il vaut mieux emprunter des chemins parallèles au chemin républicain en empruntant le chemin des caïds et des trafiquants de drogue? Ce n'est pas acceptable. Et malheureusement, cette culture qu'on appelle la culture du rap, la culture du gangsta rap, de l'argent facile, qui a été accentuée par les réseaux sociaux, et notamment du fait parce que certains jeunes qui peuvent être très gentils individuellement, mais lorsqu'ils sont pris dans des phases de groupe, veulent plaire et veulent devenir comme ce qu'ils pensent devenir la chose commune, c'est-à-dire leur groupe de copains et leur groupe de caïds, font qu'ils sont poussés à la délinquance. Et si par cas, vous réglez pas ce cas-là et que vous voulez faire de la mixité sociale, vous allez propager la délinquance et les problèmes de trafiquants de drogue sur l'ensemble du territoire français. Mais quand des médias décident volontairement de publier les prénoms des 9 jeunes
qui ont été interpellés dans l'affaire de la mort du petit Thomas. Est-ce qu'il y a, selon vous, Driss et Tazaoui, une volonté derrière, cachée, de désigner une communauté, de désigner l'immigration comme étant finalement coupable de ce qui s'est passé à Crépol? Si c'est le cas, si cette volonté est manifeste, c'est une maladresse. C'est une maladresse. Nous devons, et les journalistes, les médias mainstream, doivent donner les faits. Et s'il s'appelle Karim, eh bien, on doit dire que Karim a commis. Mais je rappelle que Karim, je donne ce prénom, j'aurais pu en donner un autre. Non, les prénoms, on les a, je peux les donner, ça ne me gêne pas du tout. Ce jeune garçon, le meurtrier, oui. Ce meurtrier Thomas, qui a asséné les coups de couteau, il est français. Meurtrier présumé, parce que il y a encore des doutes sur l'auteur des coups de couteau. Vous avez raison de le rappeler. Oui. D'autant plus qu'il a nié. Oui. Vous avez raison de le rappeler. Oui. Donc le coupable présumé, le meurtrier présumé du jeune garçon, il est né sur le territoire. Il n'a pas été naturalisé. On ne va pas parler d'intégration pour lui. Je vous prends un exemple. On a un autre jeune garçon qui a été tué dans des conditions assez similaires. Dans la campagne, en ruralité, dans mon département, à côté de ma ville, à Évreux. Il s'appelle Enzo, les gens s'en souviennent. Oui. Il a été tué aussi par un jeune français. Mais il n'y a pas eu de polémique, parce qu'il n'avait pas un prénom à consonance maghrébine. On n'a pas parlé d'intégration pour lui. Et pourtant, il a assassiné aussi. Donc il y a une sorte de deux poids, deux mesures, mais aussi d'une émotion à géométrie variable qu'il convient de dénoncer. Mais est-ce qu'il y a à la fois la réalité, c'est-à-dire qu'on donne les prénoms, on dit qui est qui, et puis en même temps il y a l'exploitation de cette réalité. C'est ça le... Non, William T. Oui, vous avez raison de le dire, parce que de toute façon, sur la question des prénoms, moi, là où je suis d'accord avec monsieur, c'est que si on prenait le cas du présumé coupable du meurtre de Thomas, si on prend les prénoms et les nationalités des personnes qui ont participé aux émeutes, une grande partie d'entre eux sont français. Donc ça pose deux questions. Comme l'a rappelé Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'une grande partie des faits de délinquance sont commis par des étrangers. Et ensuite, après, sur les autres faits, ce sont des personnes qui sont d'origine étrangère, donc qui ne sont pas assimilées culturellement à notre pays et à nos mœurs. C'est ça le point essentiel, parce que c'est-à-dire qu'ils ont des cultures et des pratiques qui sont différentes de celles des nôtres. C'est-à-dire que nous, on se dit pas, on va se balader dans la rue pour nous défendre, on va se balader qu'à couteau. On se dit pas que lorsqu'on aura un différend avec quelqu'un, on va le poignarder, on va lui couper ses doigts. C'est comme ça, donc il y a un choc qui est culturel. L'autre point que vous évoquez, c'est la question de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée très clairement et qui est en filigrane du débat national. C'est pas que l'ensemble des Français est contre l'immigration, si on est précis. C'est que une grande partie des Français, notamment ceux qui votent Rassemblement national et Éric Zemmour, veulent bloquer une certaine immigration en provenance de certains pays, pour être très clair, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. C'est la question qui va être posée pour la prochaine élection présidentielle en 2027. Est-ce que ces communautés sont intégrables à la communauté européenne en termes d'assimilation, en termes de culture? C'est la question qui est posée. Et si par cas, les forces politiques normales refusent de pointer ce sujet et de dire qu'il y a des problèmes d'assimilation, il y a des problèmes culturels, vraisemblablement, c'est le scénario qui est écrit par tout le monde, que Marine Le Pen emportera la prochaine élection présidentielle, dans la mesure où les faits commencent à dire à ses électeurs, peut-être qu'elle avait raison. Bien, je vais prendre Driss et Tazaoui qui va répondre, mais petite pub, si vous voulez intervenir, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Petite pub et on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Driss et Tazaoui, que vouliez-vous dire? Je sens que dans votre voiture, vous avez envie de vous exprimer là. Absolument, non mais c'est très important, ce sont des sujets passionnants dès lors qu'on fait les uns et les autres preuve de raison et de responsabilité. Alors ça me fait plaisir d'entendre ça, mais ça me fait plaisir, vous n'imaginez même pas. Je crois que ce qui est important, vous savez, lutter contre le séparatisme, lutter contre la délinquance, lutter contre celles et ceux qui ne se sentent pas totalement, entièrement et pleinement français, doit aussi passer par la promesse républicaine. C'est cette promesse que nous devons à tous, que nous devons pour tous et partout. Et il ne s'agit pas de s'agiter comme un cabri sur sa chaise en criant République, 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 mais encore faut-il être en capacité de la mettre en œuvre et de l'incarner. La question de la fraternité est éminemment importante. Si demain vous ne luttez pas contre les discriminations, si demain vous ne donnez pas le sentiment à ces enfants d'être les enfants de la République et non pas les enfants des quartiers, que l'égalité des chances soit une réalité pour eux et non pas une illusion, eh bien vous allez créer des Français finalement qui seront des Français de seconde
seconde zone et qui n'auront pas le sentiment d'appartenir à la communauté nationale. Et je terminerai juste pour dire à votre interlocuteur sur le plateau qu'il y a, et ceci à ne point douter, parce que je le constate dans ma famille comme celle des proches, il y a en France un phénomène d'acculturation à travers l'école de la République, à travers la mixité des unions. Et bien de génération en génération, nous perdons le fil avec les pays d'attache, et bien pour s'intégrer davantage. Je ne retiens pas le terme d'assimilation que je balaye d'un revers de la main. Je préfère celui d'intégration parce que je pense qu'on est riche de nos cultures, on est riche aussi de nos différences et qu'on n'oublie jamais l'un. Oui, mais vous savez, Driss et Tazaoui, que parfois certains ne veulent pas de la République. Mais c'est une minorité. Encore une fois, c'est vraiment... je veux dire, on fait le focus sur une minorité agissante et on oublie l'immense majorité silencieuse, celle qui se comporte bien, celle qui demande, qui appelle, il y a 6 millions d'habitants dans le quartier. Ils ne revendiquent qu'un droit, c'est le droit à la normalité, le droit à la banalité. C'est qu'on leur fiche la paix. Ils veulent vivre la République, ils veulent être tranquilles. Et d'ailleurs, ce sont celles et ceux qui souffrent le plus souvent des dommages collatéraux liés aux émeutes. Ce sont ces personnes-là qui souffrent. Ce sont les plus vulnérables. Et on n'en parle pas assez et on leur rend pas la dignité qui est la leur. Oui, je voulais réagir dessus parce que effectivement, c'était le point qu'on évoquait. C'était est-ce qu'il y a c'est uniquement une minorité agissante? Effectivement, il n'y a pas une majorité de délinquants en France, encore heureux. Seulement, lorsque vous avez une culture de l'excuse qui est pratiquée, moi j'ai regardé notamment les reportages qui ont été faits sur la cité d'où venaient les présumés coupables de la rixe dans le village et du meurtre de Thomas. Vous avez quand même des personnes qui sont interrogées qui disent oui, mais vous imaginez, ces jeunes sont venus avec des couteaux pour se défendre. Donc il y a quand même une culture de l'excuse, même auprès de ceux qui ne sont pas coupables. Et qui refusent de dénoncer et de dire que ces comportements sont inacceptables. Lorsque vous avez aussi des personnes, comme vous le dites, qui sont victimes des émeutes, lorsque vous avez des personnes qui sont victimes dans des quartiers du trafic de drogue, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne font pas cause commune avec la République française et sont toujours obligées de trouver une sorte de culture de l'excuse envers les potentiels délinquants, envers les potentiels trafics de drogue? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne fait pas union. Si par cas ces personnes-là étaient les premières à se révolter contre les criminels, les délinquants, les personnes qui se travaillent avec des couteaux le matin ou le soir pour sortir, et ben vous aurez beaucoup plus de personnes qui seront condamnées. Vous avez beaucoup plus de personnes dans ces camps-là qui se diraient il faut que je change mon comportement parce que même dans ma propre cité, même dans mon propre quartier, je suis ostracisé, je suis discriminé. Driss et Tazaoui. Je suis vraiment désolé de vous dire pour le coup parce que vous n'êtes pas élu local. Vous le seriez, vous seriez ancré dans la réalité de celle de nos concitoyens. Vous seriez un premier tranché. Et pendant les émeutes, vous auriez constaté à quel point est-ce que ces populations sont en grande souffrance. Nous les avons eus au téléphone. Ils sont en pleurs. Ils nous demandaient quand est-ce que ça allait s'arrêter et quand est-ce que l'État régalien allait rétablir l'ordre, allait rétablir l'autorité. Ils sont les premiers à souffrir de ces situations. Ce sont leurs voitures que l'on brûle, ce sont leurs écoles que l'on brûle, ce sont leurs bibliothèques et leurs mairies que l'on brûle. Donc vous imaginez bien la détresse qui est la leur. Et vous pensez qu'il William T est élu. Rappelez, vous êtes élu où? Je suis élu à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Là où il y a eu les problèmes. Driss et Tazaoui. Voilà. William T est élu à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Eh ben, je m'invite à être davantage sur le terrain et pas les mêmes concitoyens. Oui, mais vous savez, moi j'ai eu des problèmes à Châtillon parce qu'à Châtillon, c'est l'endroit où s'est reposé dans la cité de Vauban Salah Abdeslam après les attentats du 13 novembre 2015. Donc on connaît un peu ces problèmes de quartier. C'est d'autant plus vrai que dans la mesure où on veut lutter, on veut pas que tout le quartier soit contaminé par cette tyrannie de minorité, ce que moi j'appelle la tyrannie de la minorité des emmerdeurs, et ben on essaye de faire en sorte que ces personnes puissent combattre. Mais vous pouvez pas faire en sorte que la République et un État qui est quand même faible actuellement ne bénéficient pas d'un concours local. On a besoin de toutes les forces possibles pour pouvoir lutter contre cette minorité d'emmerdeurs. Il faut que les habitants locaux nous aident, il faut que les associations nous aident, et il faut faire en sorte qu'on fasse cause commune contre toutes ces personnes-là. Mais lorsque vous avez des personnes qui disent oui, mais attention, faut pas faire d'amalgame, faut pratiquer une culture de l'excuse, et ben on n'est pas en communauté nationale contre notre priorité, c'est-à-dire de lutter contre la minorité d'emmerdeurs. Bien, merci à tous les deux. Je suis obligé d'interrompre ce dialogue passionnant, constructif, parce que il faut être constructif. Avançons. 9h56. Merci, vous êtes sur Sud Radio, tout de suite Sud Radio Média. Juste après les infos, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent le journaliste Dominique Verdeillan. 9h56. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.